Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons douleur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Caroline, votre animatrice du jour. Je suis étudiante en 4e année de médecine vétérinaire et je suis passionnée par tout ce qui touche la santé animale. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de compléter ma formation par une maîtrise en pathologie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la douleur animale. Saviez-vous que certaines cliniques vétérinaires ne proposent pas d'antidouleur à la suite d'une chirurgie? Vous trouvez ces propos choquants? Ou peut-être pas? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de sensibilisation qui peut survenir à la suite d'une douleur mal gérée ou lors de douleurs chroniques. Pour cela, j'ai invité Aliénor Delsart, étudiante au doctorat qui s'est spécialisée dans l'étude de la sensibilisation, notamment lors de douleurs chroniques arthrosiques chez le chien. Chers auditeurs, sachez qu'Aliénor est une collègue proche avec qui je partage le même bureau, donc ne soyez pas étonnés si on se tutoie un peu. Salut Aliénor et merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Pour commencer, peux-tu nous en dire plus sur toi? Bonjour Caroline, ça me fait vraiment très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc moi, je suis étudiante en 5e année de doctorat en sciences vétérinaires, option pharmacologie, au sein du groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec, le GREPAC. J'effectue mes travaux sous la supervision du professeur Éric Troncy, qui est professeur titulaire et anesthésiste vétérinaire, et de la docteure Aude Castel, qui est professeure adjointe et neurologue vétérinaire. Pour lancer notre discussion, j'aimerais te partager une situation entendue en clinique. Si vous souhaitez économiser, on peut enlever les antidouleurs de la facture. Ça dépend des chiens, ils peuvent être plus ou moins douillés, ou moumounes en bon québécois. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de propos? Est-ce que ça reflète vraiment une réalité encore présente dans certaines cliniques? Bien déjà, je trouve que c'est des propos particulièrement choquants. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Effectivement, il y a 2 articles scientifiques qui sont parus, donc l'un en 2020 et l'autre en 2021, sur les provinces anglophones ou francophones du Canada. Et il a été montré qu'il y a encore 30% des vétérinaires qui prescrivent les antidouleurs de façon optionnelle. Ça veut dire que les anti-inflammatoires, dans le fond, sont considérés facultatifs à la suite de chirurgies de routine, par exemple comme la stérilisation, par un tiers des cliniques sondées. Pourtant, il ne faut quand même pas oublier que les chiens, comme tous les mammifères, peuvent ressentir de la douleur, puisqu'ils sont équipés de récepteurs spécifiques qu'on appelle les nocicepteurs. On sait qu'il existe 2 types de douleurs. Est-ce que tu pourrais nous rappeler la différence entre une douleur aiguë et une douleur chronique? Oui, absolument. Dans le fond, dans le cas d'une douleur aiguë, c'est une douleur qui est directement liée à un dommage corporel. Donc, elle va avoir une utilité, celle d'avertir l'individu d'un dommage pour que ensuite l'organisme puisse répondre à cette menace. Par contre, dans le cas de douleur chronique, en fait, il n'y a pas de bénéfice direct pour l'individu. C'est une douleur qui est complexe. Communément, on va dire qu'elle dure depuis plus de 3 mois pour la considérer chronique. Également, donc, il y a vraiment de nombreux acteurs qui rentrent en jeu, à la fois en périphérie des fibres nerveuses et au niveau central. De plus, donc, dans la perception de cette douleur chronique, on va également avoir la mise en place de facteurs cognitifs ou émotionnels. En clinique, on a parfois des a priori quand on voit arriver telle race de chien. Est-ce qu'il y a des races plus sujettes à la douleur? Alors en fait, il y a un article scientifique qui est paru en 2020. Ils ont fait un sondage justement par rapport à la perception de la population générale ou des vétérinaires concernant le fait que certaines races seraient plus sujettes à la douleur. Puis il y a certaines races de chiens qui semblent plus à risque d'être considérées moins sensibles, comme les labradors par exemple ou les bulldogs. Par contre, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais là, il y a un seul article qui est paru en 2023 qui a tenté d'y répondre et eux, ils ont suggéré que les bergers allemands ou encore les labradors seraient moins sensibles, par exemple, que les chihuahuas ou les jack russell. Encore là, il faut faire attention, c'est des mesures un peu à prendre avec des pincettes parce que les chiens qui ont été évalués étaient en santé. Ils n'avaient donc pas de douleur au moment de la prise de mesure.
Dans le fond, ce qui est vraiment important à prendre en considération, c'est que peu importe que l'animal soit plus ou moins sensible dans son état basal, ça va vraiment être primordial d'aller gérer adéquatement sa douleur, puisque sinon on a des risques de sollicitation exagérée des nocicepteurs, donc des récepteurs spécifiques à la douleur. Dans le fond, on va avoir une répétition de la transmission de ce signal douloureux jusque dans le cerveau, et ça va contribuer à diminuer les seuils de réponse à la douleur et conduire à un phénomène de plasticité cérébrale. Et puis, à partir de là, dans le fond, l'individu va devenir sensible potentiellement toute sa vie à la douleur. On dit que l'individu sera sensibilisé. Si on compare cette prise d'antidouleur avec la prise d'antibiotiques, eh bien, il y a des propos qui ont été écrits par le philosophe Rolin et qui discutaient le fait que les antibiotiques sont obligatoires. Pourtant, ils ont mené à la crise d'antibiorésistance, mais on continue de les utiliser pareil. Donc, si je comprends bien, la douleur doit être bien gérée, sinon elle peut mener à la sensibilisation. Oui, exactement. Mais si on entend encore ce genre de propos aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que l'évaluation de la douleur animale n'est pas encore optimale? Et comment on peut évaluer et déterminer le niveau de sensibilisation chez les chiens? Alors déjà, donc, les chiens, comme tout le monde le sait, sont des animaux non-verbaux, c'est-à-dire qu'on va aller prendre en compte leur changement de comportement pour réussir à aller évaluer leur douleur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours évident à réaliser, que ce soit par le vétérinaire ou bien par le propriétaire. Puis là, on va aussi avoir des nuances en fonction de si on parle de douleur aiguë ou chronique. Dans le sens que ça va être plus facile d'aller détecter une douleur aiguë, mais quand même, on manque d'outils pour affiner la gradation de la sévérité et permettre une meilleure prise en charge. Dans le cas de douleur chronique, en fait, les changements de comportement vont être moins évidents à déterminer puisque les chiens vont apprendre à vivre avec et ils vont essayer de la cacher un peu. Par contre, il y a quand même des échelles de douleur dédiées aux chiens atteints de douleurs chroniques comme la CBPI, donc la Canine Brief Pain Inventory. Donc ça, c'est une grille qui est disponible en anglais, ou la Dolodoc, qui est une échelle disponible en français. Mais quand même, ce sont donc des outils qui sont dits subjectifs et qui ne prennent pas en considération le niveau de sensibilisation de l'animal. On va avoir la problématique de l'effet placebo lorsqu'on va vouloir tester des traitements. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet effet placebo? Oui, absolument. Dans le fond, l'effet placebo, c'est lorsque la personne qui va aller évaluer le chien va avoir une amélioration de la condition de ce chien-là, alors que le chien n'aura pas reçu de traitement, il aura reçu un produit inactif qu'on appelle un placebo. Également, dans le fond, pour mesurer vraiment la sensibilisation, il n'y a pas encore d'outils disponibles en routine, en clinique. Par contre, en recherche, on va utiliser les tests sensoriels quantitatifs. Et est-ce que tu en as déjà utilisé de ces tests quantitatifs? Oui, absolument. En fait, au GREPAC, on a validé ces tests sensoriels quantitatifs à la fois chez les chats et chez les chiens. Ils permettent d'aller mesurer la facilitation ou l'inhibition du signal douloureux. On peut illustrer ça par une balance. Dans le fond, lorsque la facilitation pèse davantage, l'inhibition, elle ne pèse plus grand-chose et le signal douloureux est transmis sans aucune résistance. Par contre, si l'inhibition pèse plus lourd que la facilitation, alors on aura une modulation de la douleur et celle-ci sera perçue comme moins intense. Donc la douleur qui est perçue résulte finalement d'une balance interne entre facilitation et inhibition. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important de dresser ce portrait car cela sera plus facile de donner les traitements adéquats. Mais pour vrai, comment tu fais pour mesurer la sensibilisation dans tes travaux? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Oui, absolument. Dans le fond, moi, j'utilise un algomètre de pression. Donc, je vais venir mesurer la pression qui va être acceptée par le chien au niveau de son métatarse. Donc, j'applique graduellement une pression au niveau de son métatarse jusqu'à observer un comportement d'inconfort ou d'aversion vis-à-vis de cette stimulation-là. Bien entendu, dès qu'il y a ce comportement, j'arrête, puis on va obtenir donc le seuil de tolérance au stimuli. On a un seuil maximal à respecter, bien entendu, pour prévenir les dommages au tissu. Également, si ça peut rassurer tout le monde, dans le fond, ce test-là, on l'essaye sur nous avant de l'essayer sur les chiens et puis on arrive à aller jusqu'au seuil maximal sans problème. OK, mais mettons qu'à la maison, on n'a pas ces affaires-là. Quels signes de sensibilisation les gens pourraient remarquer chez leur animal?
Bien, dans le cas d'un chien sensibilisé, on va pouvoir remarquer des symptômes d'hyperalgésie ou d'allodynie. Dans le fond, l'allodynie, c'est lorsqu'un toucher non douloureux est perçu comme douloureux. Donc ça peut être reflété par le fait de juste flatter ou brosser son animal va pouvoir lui procurer de l'inconfort. Mais c'est pas parce que votre chien il est douillé ou qu'il est moumoune, c'est vraiment juste parce qu'il y a des seuils de douleur bas et plus bas qu'un chien en santé. Et ça, c'est d'autant plus vrai si votre chien était auparavant insensible au brossage et qu'il le devient. Il y a sûrement une cause à ne pas négliger et je vous conseillerais d'en parler avec votre vétérinaire. On a vu aussi donc il y a un symptôme d'hyperalgésie. Là, c'est lorsqu'un stimulus douloureux est perçu comme encore plus douloureux. Donc, même chose, à cause de seuils de réponse des nocicepteurs plus bas que ceux de chiens sains. Par exemple, marcher sur des petites roches peut devenir extrêmement inconfortable pour votre chien et puis il pourrait essayer de prendre un autre chemin. Dans le fond, ici, on va avoir des seuils de réponse des nocicepteurs qui vont être bas à cause de la répétition du signal douloureux. C'est pour ça que c'est vraiment important d'aller soulager la douleur le plus tôt possible, peu importe que ce soit à la suite d'une chirurgie, d'une blessure, finalement peu importe la cause, pour vraiment aller éviter le développement de cette sensibilisation. Pour vrai, c'est vraiment fascinant de voir à quel point la sensibilisation est un phénomène assez complexe. Puis là, tu viens de nommer plusieurs causes de développement de sensibilisation, comme les chirurgies et les blessures, mais j'imagine que c'est pas seulement les chiens qui subissent une opération qui peuvent être touchés. Absolument. Dans le fond, la sensibilisation, elle peut vraiment toucher tout individu ayant eu ou ayant de la douleur. Moi, j'ai un intérêt particulier par rapport à l'évolution de la sensibilisation dans le cadre de la douleur chronique arthrosique chez le chien, puisque ce sont aussi mes travaux de doctorat. J'ai évalué 50 chiens arthrosiques et 6 chiens sains pendant 2 ans à l'aide des tests sensoriels quantitatifs pour aller déterminer justement leur sensibilisation et leur balance de modulation de la douleur entre la facilitation et l'inhibition. Ce qu'on a pu voir, c'est que les chiens arthrosiques développent de la sensibilisation à la fois en périphérie et également au niveau central. C'est-à-dire que les chiens arthrosiques, ils ont une réactivité des nocicepteurs plus grande versus les chiens sains, et ce même dès le début de la maladie. On va alors avoir donc une baisse des seuils douloureux avec de l'hyperalgésie, de l'allodynie. On se rappelle donc que les chiens vont être plus sensibles au toucher, mais ceci pas uniquement localisé à l'endroit de l'articulation atteinte, mais ça peut vraiment atteindre tout le corps. On a aussi mis en évidence qu'il n'y avait pas de corrélation linéaire entre l'atteinte articulaire et la sensibilisation, dans le sens que des chiens avec des scores radiographiques faibles peuvent être hautement sensibilisés et perdre drastiquement en qualité de vie. C'est pourquoi il est vraiment primordial d'aller diagnostiquer l'arthrose le plus tôt possible pour tenter de soulager le chien et de préserver son bien-être. Quand on parle de diagnostic, la radiographie est la première chose qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est le même type d'outil que vous utilisez pour vos travaux? Oui, absolument. On va se baser donc sur la radiographie, mais pas que. On va aussi se baser sur l'IRM, puisqu'il permet de faire un diagnostic plus précoce, mais son coût est plus important. Également, il y a des scores orthopédiques qui vont être donnés. Et puis, au GREPAC, on a une excellente corrélation entre les scores orthopédiques et les scores radiographiques. Ça nous amène au point que, dans le fond, l'examen orthopédique fait par un spécialiste peut être une solution abordable lorsqu'il est fait dans une clinique spécialisée. Également, ça va être important de comprendre qu'une radiographie de routine devrait être faite pour détecter le plus tôt possible la maladie et pouvoir la prendre en charge, puisque la sensibilisation donc et la douleur ont été mis en évidence chez des chiens atteints d'arthrose, mais peu importe leur niveau d'atteinte radiographique. Merci tellement pour ces explications. C'est vraiment un sujet qui est passionnant parce qu'on veut tous améliorer le bien-être de nos animaux, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'en rendre compte, en fait, du commencement. Puis, en parlant de commencement, est-ce qu'il existe des facteurs de risque de développement de l'arthrose? Par exemple, on entend souvent parler des chiens de grande race. Qu'est-ce que tu en penses? Dans le fond, effectivement, il y a vraiment plusieurs facteurs de risque de développement de l'arthrose. Et puis, oui, la grande taille des chiens en fait partie. On peut comprendre facilement l'impact du poids des gros chiens sur leur articulation,
Mais ce n'est pas l'unique facteur de risque. On a aussi les blessures, avec par exemple la rupture des ligaments croisés et le vieillissement. Mais là aussi, il faut faire attention, dans le sens qu'on a déjà tous entendu quelqu'un dire que son animal bouge moins, que c'est normal vu son âge, il a perdu en mobilité. Mais le vieillissement peut aussi, dans le fond, conduire au développement de l'arthrose. Et puis, l'animal va souffrir en silence puisque ces symptômes vont être associés à un vieillissement normal. Dans l'un des articles scientifiques parus, ils ont montré qu'il y a jusqu'à 80% des chiens de plus de 8 ans qui souffrent d'arthrose. Donc ça, regardez un peu autour de vous, on parle quand même de 8 chiens sur 10. Si vous avez des doutes, vraiment, parlez-en avec votre vétérinaire, faites des radiographies pour suivre l'évolution des dommages. Et puis, on vous les mettra en description, mais il existe des sites Internet vraiment bien faits avec les symptômes qui doivent vous alerter sur le début du développement de l'arthrose. Puis, est-ce qu'on pourrait mettre en place certaines choses pour prévenir le début de la maladie? C'est sûr que l'arthrose, c'est une maladie qui est dite dégénérative. Donc, en fait, il n'y a pas de traitement pour vraiment la stopper. Par contre, il y a un article scientifique paru en 2022 qui établit un consensus canadien des traitements possibles en fonction du stade de sévérité de l'arthrose. Et donc, les travaux actuels proposent en prévention soit la gestion du poids, l'exercice physique et la prise d'oméga 3 pour retarder le début de la maladie. En fait, là, tu parles d'oméga 3, mais dans les nutraceutiques, on entend souvent parler que la glucosamine pourrait être une bonne option. Qu'est-ce que tu penses de ce propos? Alors, on a une revue systématique et méta-analyse qui est parue en 2022 par l'une de mes collègues Maude Barbeau-Grégoire, justement sur l'utilisation des nutraceutiques pour la gestion de l'arthrose canine. Donc, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec ce mot, une méta-analyse, c'est l'analyse de plusieurs articles sur un même sujet, ce qui va donner beaucoup de force à la conclusion. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut quand même faire attention à l'effet marketing qui entoure les nutraceutiques, puisque dans cette étude, il a été mis en évidence une absence d'efficacité pour soulager la douleur arthrosique en utilisant la glucosamine chondroïtine, mais à l'inverse, l'oméga 3 présentait un effet analgésique. Et concrètement, après le diagnostic d'arthrose, qu'est-ce que les vétérinaires devraient faire ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je dirais que c'est vraiment important qu'il y ait un suivi radiographique de fait. Au GREPAC, on a pu suivre donc 50 chiens arthrosiques sur 2 ans. Puis on a vu qu'il y avait une évolution de l'arthrose qui pouvait être rapide ou lente en se basant sur des scores de radiographie. Et notamment, on avait des scores qui pouvaient facilement être doublés pour certains chiens juste après 1 an de suivi. Donc c'est quand même une période vraiment courte. Également, l'une des missions du GREPAC, ça va être de trouver, dans le fond, des corrélations entre cette évolution radiographique et les autres niveaux d'atteinte, tels que la sensibilisation. Ici, donc, ce qui est vraiment important, c'est cette balance interne dont on a parlé tantôt entre les voies de facilitation et d'inhibition de la douleur. On va vouloir dresser des portraits d'évolution de la maladie en fonction de cette balance. Par exemple, on pourrait avoir des progresseurs rapides des dommages visibles en radiographie qui pourraient avoir une facilitation exacerbée et une inhibition diminuée. Donc nous, ce qu'on veut, c'est trouver des facteurs prédictifs de réponse au traitement et pouvoir ainsi lier ces portraits avec une prise en charge personnalisée. Donc là, pour l'instant, on a parlé de produits qui pourraient prévenir, comme l'oméga 3. On a aussi parlé de l'importance de la radiographie, mais on sait que c'est une maladie incurable. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des traitements qui sont efficaces pour soulager la douleur biomécanique dans l'arthrose? En fait, au sein du GREPAC, on a mené une étude justement sur l'effet antidouleur de traitements usuellement prescrits, comme des anti-inflammatoires ou encore la gabapentine, sur un échantillon de 13 chiens. On a été évaluer leur activité motrice et également on a fait des analyses de leur démarche à l'aide d'outils objectifs. On s'est rendu compte qu'il y avait un effet individuel, c'est-à-dire que pour certains chiens, on avait une amélioration de leurs conditions suite au traitement, mais on n'a pas trouvé d'effet sur le groupe. Et de façon très intéressante, en fait, c'était les chiens qui avaient un contrôle inhibiteur fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils avaient cette balance entre inhibition et facilitation en faveur de l'inhibition. Eh bien, ce sont ces chiens-là qui étaient capables de s'améliorer et pour lesquels il y avait un effet traitement. Récemment aussi, il y a un anticorps monoclonal, le Bedenvetmab, qui a été mis sur le marché. On a pu évaluer l'effet de 2 injections espacées d'1 mois chacune sur la douleur biomécanique.
Et puis, il semble que ce soit un peu le même cas de figure. Finalement, on avait une amélioration de la condition du chien lorsque son système inhibiteur était fonctionnel avant le traitement. On voit donc un effet analgésique possible pour une certaine population de chiens arthrosiques. Donc, on parlait tantôt de développement de la sensibilisation dans le cas de l'arthrose, mais est-ce qu'il y a des traitements qui sont reconnus contre celle-ci, c'est-à-dire le développement de la sensibilisation? Déjà, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est vraiment que la douleur est un phénomène qui n'est pas inéluctable, dans le sens que l'organisme va chercher à la combattre avec une réaction spontanée, permanente, avec la mise en place donc de cette balance de facilitation et d'inhibition, mais ce jusqu'à ce que l'animal finalement n'en puisse plus et que son organisme fatigue. On va donc avoir une facilitation qui pourra prendre le dessus dans le cas de certains chiens arthrosiques et conduire à de l'hyperalgésie ou de l'allodynie. Malheureusement, les traitements qui ciblent la sensibilisation sont vraiment peu nombreux sur le marché. Donc notre mission au sein du GREPAC, c'est vraiment de trouver un traitement contribuant à maintenir l'inhibition la plus efficace que la facilitation. Tout de même, on a évalué l'effet d'anti-inflammatoire et l'effet de la gabapentine sur la sensibilisation, mais il n'y avait pas d'effet. Dans le fond, ces traitements étaient non efficaces contre la sensibilisation, tandis que les oméga-3 et les injections de Bedainvecmab étaient, eux, efficaces. On avait donc un effet anti-hyperalgésie et qui était prédit par la fonctionnalité du contrôle inhibiteur. Donc, comme tantôt, c'est vraiment lorsque les chiens avaient une balance en faveur de l'inhibition avant le traitement, on était capable d'avoir un effet anti-hyperalgésie. Donc, lorsque la balance est en faveur de l'inhibition, les chiens ont plus de chances finalement de répondre favorablement au traitement. Donc, si je comprends bien, pour le moment, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Et là, ce que tu viens de dire, ça me fait vraiment penser à, parfois en clinique, il y a certains chiens qui ne vont pas répondre au traitement. Puis, si je comprends bien, ceci pourrait être expliqué par cette balance interne entre facilitation et inhibition. Et ici, ça serait vraiment cette balance qui serait en faveur de la facilitation. Exact. Pour l'instant, on est vraiment encore avec de l'essai-erreur en fonction du statut de l'animal. On espère développer des tests simples à mettre en place en clinique et peu coûteux pour distinguer les chiens ayant un contrôle inhibiteur fonctionnel des autres et ainsi leur proposer un traitement adapté. Mais c'est vrai qu'en clinique, à l'heure actuelle, on n'en a pas d'outils qui permettent d'évaluer ce phénomène de sensibilisation-là. Puis c'est là que je trouve que tes travaux prennent vraiment toute leur importance. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de ce balado, mais j'aimerais vraiment te remercier d'avoir pris le temps de nous partager tes connaissances et les résultats de ton doctorat. Est-ce qu'on peut retrouver ces résultats-là dont tu nous as parlé aujourd'hui? Dans le fond, je vous ai un peu donné les résultats de mon doctorat en avant-première, mais ils vont faire l'objet de 3 articles scientifiques qui paraîtront l'année prochaine. Donc, pour terminer, je vais tenter de résumer un peu cet épisode. Donc, on sait que les chiens vont ressentir de la douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique, à l'aide de leur nocicepteur. On a parlé de la sensibilisation, qui est un débalancement entre les systèmes de modulation de la douleur, qui sont la facilitation et l'inhibition. Cette sensibilisation-là, c'est un phénomène qui peut survenir après une douleur mal gérée ou chronique, comme l'arthrose. On a discuté que l'arthrose peut se développer spontanément, peu importe l'âge. Donc, c'est important de la diagnostiquer à l'aide de la radiographie et d'inclure un suivi. En effet, la sensibilisation peut se développer à n'importe quel stade de la maladie, c'est-à-dire que l'animal peut ressentir de la douleur même après un stimulus non douloureux, comme le brossage. La sensibilisation peut être présente même si le chien a des faibles scores radiographiques. D'où l'importance de diagnostiquer cette maladie le plus tôt possible pour soulager l'animal rapidement et éviter que la sensibilisation s'installe. Est-ce que ça résume bien notre discussion? Mais oui, absolument. Merci pour cette belle synthèse. Bien, merci beaucoup à toi d'avoir participé à notre épisode de balado et de nous avoir partagé tes connaissances sur le sujet. Merci aussi à nos auditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode de Parlons douleur. Et un grand merci à toi et chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les études menées pour mieux caractériser l'arthrose, je vous invite à écouter la vidéo vulgarisée de 2 autres étudiantes du GREPAC, Marilyn Fraisier et Manuela Lefort-Holguin. Le lien sera ajouté dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!